Vous nous rejoignez dans cette édition, la mi-journée, que j'aurai le plaisir de co-présenter avec Diane Balaka. Merci encore une fois. Si vous nous rejoignez dans cette édition, dans l'actualité de ce lundi, il y a une autre démarque à Foulélé sur la République démocratique du Congo. C'est avant-midi. Il s'agit du président burundais Evariste Ndayishimiye, actuel président en exercice de l'Union africaine. Une première visite d'État de 48 heures avec un agenda bien chargé. À son arrivée à l'aéroport international d'Injili, il a été chaleureusement accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien avant d'avoir une séance de travail en tête-à-tête à huis clos, des préliminaires à la cité de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont abordé ensemble des questions de coopération bilatérale. Nous y reviendrons avec force d'État dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, plus d'1 million de candidats finalistes participent depuis ce matin à la session ordinaire de l'examen d'État édition 2026 sur l'ensemble du territoire national. Le lycée Tuendele de Lubumbashi, nous sommes là dans la province de au Katonga, a été choisi comme centre pour le lancement officiel de ces épreuves qui prendront pratiquement 4 jours. C'est la ministre d'État, ministre à charge de l'Éducation nationale, Lara Issa Malou, qui a donné les coups d'envoi de ces épreuves. On en parle dans ce reportage signé Anastasie Doumbou. C'est parti pour la 59e session ordinaire de l'examen d'État édition 2026. Le Centre national d'organisation des examens a enregistré au total plus d'1 million de candidats finalistes du cycle long répartis dans 3267 centres de passation, soit une moyenne de 331 candidats par centre avec une augmentation de plus de 3000 candidats inscrits comparativement à l'édition 2025. La province du Haut-Katanga 1 demeure la plus importante du pays avec 91 971 candidats inscrits, suivis de Kinshasa, Kwilu et Sud Kivu. Ce moment est solennel. Il marque l'aboutissement d'un parcours scolaire et professionnel, mais aussi l'entrée dans une nouvelle étape de responsabilité pour chaque finaliste. Cette action s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'éducation un levier central de transformation nationale, capable de préparer une jeunesse compétente, responsable et profondément attachée à la nation. Chères candidates, chers candidats, ces épreuves sont organisées pour reconnaître votre travail et mesurer ce que vous avez appris. Abordez-les avec calme, sérieux, concentration et confiance. Concernant les cycles courts professionnels, 6237 candidats sont inscrits répartis dans 257 centres de passation avec une moyenne de 25 candidats par centre. Malgré les défis liés à l'insécurité dans certaines zones du Nord ainsi qu'à la sanitaire, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a pris des dispositions nécessaires afin d'assurer le bon déroulement de cette session. Une occasion pour la ministre au lycée Tuendele à Lubumbashi de saluer l'engagement de l'autorité provinciale, des partenaires et de l'inspecteur qui se sont mobilisés pour la réussite de cette importante évaluation. Cette session ordinaire compte également 14 centres situés hors frontières répartis entre l'Angola, l'Ouganda, Burundi et Tanzanie. Dans la suite de l'actualité, les mêmes épreuves se déroulent également dans les provinces. Depuis ce matin, la province éducationnelle Kwilu 3 et dans le Kasaï, les élèves étaient présents pour participer aux examens d'État. Les détails dans ce condensé de Franklin et Claire Kalombo. L'Institut Lankwan vient de servir de cadre ce lundi 22 juin 2026 au lancement de la session ordinaire des examens d'État par Kintolo Kinkir, administrateur d'Idiofa, devant tous les membres de sécurité territoriale et d'autres invités. Roger Motombo Moulenji, inspecteur principal provincial Kwilu 3, donne ici l'effectif de candidats finalistes attendus à ces épreuves de 4 jours et prodigue quelques conseils aux finalistes. Et nous avons 128 centres organisés sur toute l'étendue de la province éducationnelle de Kwilu 3, sur les 2 territoires, celui de Gungu et celui d'Idiofa. Nous avons 17 options du cycle long qui présentent des candidats. Nous avons exactement 29 764 candidats qui sont reçus, parmi lesquels 13 864 filles. Donc mes impressions en tant qu'inspecteur principal provincial de Kwilu 3 sont
très très bonne. Je sens que l'activité commence très bien. Elle va se dérouler correctement sur les 4 journées qui viennent sans difficulté. Roger Mayombo, inspecteur général adjoint venu de Kinshasa en supervision, s'exprime. Nous sommes venus pour vous. Toutes vos autorités sont venues pour vous. Vous êtes l'âme de ce pays. Vous êtes le développement de ce pays. Personne d'autre ne viendra développer le pays si ce n'est vous. Dans son allocution, l'administrateur du Diofa veut voir toutes ces épreuves de 4 jours se dérouler dans un climat de paix sur l'ensemble de la province éducationnelle Kwilu 3. Toujours dans le secteur de l'éducation, l'école primaire Notre-Dame de Fatima située à Kinshasa-Gombe a organisé une grande journée culturelle pour marquer la fin de l'année scolaire 2025-2026 après 9 mois d'intenses activités. Suivez. Après 9 mois d'activités scolaires et parascolaires intenses, l'école primaire Notre-Dame de Fatima située à Kinshasa-Gombe vient d'organiser une deuxième grande journée culturelle en présence d'un parterre des invités, des élèves accompagnés de leurs parents. Au menu de cette grande messe culturelle figuraient les poèmes, les scénettes, danses, carnaval, les défilés des modes, les jeux concours, les génies en herbe, la représentation théâtrale ainsi que la proclamation des résultats de la dictée. Cette belle journée, je suis très ravie puisque là c'est la deuxième fois que nous organisons une deuxième journée culturelle au cours de cette même année scolaire. J'ai aimé la manière de faire les choses. Pour moi, j'ai réalisé que c'est vraiment une réussite totale. Nous faisons de tout notre mieux pour donner une formation complète. L'école primaire Notre-Dame de Fatima constitue un cadre idéal, offrant une formation intégrale aux écoliers et écolières, fer de lance de la société. En droit, en marche de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, l'OPK et la structure Pierre Fabre ont porté un message fort d'inclusion au marché de la liberté. Cédric Kenina. Être différent ne devrait jamais être un motif d'exclusion. Pourtant, les personnes vivant avec albinisme continuent de faire face aux préjugés, à la stigmatisation et à de nombreux risques pour leur santé. À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme et qui avait comme thème « Fier dans la peau », l'association des personnes engagées pour la cause de l'albinos, en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre, a organisé une journée de sensibilisation à l'esplanade du marché de la liberté. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, l'albinisme n'est pas une limite, n'est pas un frein. C'est juste une condition génétique, une condition qui se manifeste par notre couleur de peau, par notre couleur des yeux, de cheveux. Mais ça ne touche rien de notre comportement, de notre cerveau, de notre cœur. On a le même potentiel, la même capacité que tous les êtres humains. Et moi, je vous invite vraiment à prendre conscience de votre valeur. Nous avons l'habitude d'organiser ce genre de manifestations, mais dans un endroit public, c'est une première. Très ému de voir la population répondre et poser des questions sur lesquelles ils ignoraient beaucoup de choses. Je suis vraiment ravie de partager la connaissance d'albinisme avec eux. Nous demandons aux autorités, principalement au ministre de la Santé, à ce que leur dépistage soit quand même accessible, gratuit, parce que la plupart d'albinos sont vulnérables. Le moyen pour accéder aux soins primaires, ils en manquent. S'ils peuvent quand même disponibiliser cela. Médecins et spécialistes ont expliqué les causes de l'albinisme, ses manifestations et les précautions indispensables pour personnes atteintes de cette condition génétique et à l'absence de la mélanine. La réinsertion des ex-combattants Mobondo s'y renforce à Maluku. Des formations professionnelles, notamment en électricité et en maintenance biomédicale, seront bientôt organisées à leur intention. Un cadre de concertation entre le PDDRCS et l'ISTA est en préparation pour concrétiser ce projet. Reportage Peggy Mukunda. L'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, dit oui et accepte d'accompagner et d'appuyer le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement
communautaire et stabilisation PDDRCS pour le processus de réinsertion socio-économique des ex-combattants Mobondo et de la commune urbano-rurale de Maluku afin de leur permettre de suivre des formations professionnelles. Le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Desdieux Désiré Ntanga Ntita, a été rassuré par le directeur général de l'ISTA, Élisée Ilunga Mbouyamba, au cours de leurs échanges. Ces projets est réalisable car l'Institut dispose de ressources qualifiées ainsi que d'équipements adaptés à ce type de formation de base axée sur l'acquisition des compétences techniques dans plusieurs filières, notamment l'électricité, la maintenance biomédicale, l'électronique, les froids et bien d'autres. Un cadre de concertation sera élaboré entre les deux institutions pour permettre en place une formation non académique permettant aux démobilisés de créer des petites unités de production dans le cadre de leur réinsertion socio-économique. Parlons environnement avec le jeune Quinois déterminé pour la transformation et développement de la capitale sous la supervision des autorités de l'hôtel de ville. Il lutte contre le défi des gestions biodégradables. Rodépano nous en parle. C'est à marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement que cette activité a été organisée. Partie du jardin botanique de Kinshasa, situé sur l'avenue Kasavubu, jusqu'à la place Histoire. Cette marche verte, organisée pour rappeler l'importance du respect des normes environnementales en vue de garantir le bien-être collectif, a constitué une raison pour la régie de gestion des déchets la ville de Kinshasa, de sensibiliser les Quinois, en particulier les ménages, à l'utilisation des sacs poubelles à travers les petites et moyennes entreprises accréditées dans chaque zone. Question d'assurer une évacuation coordonnée des déchets. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que dans le cadre du programme Kinshasa Zobonga, porté par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, axé sur l'amélioration de l'assainissement et de la salubrité publique afin d'offrir aux habitants de la capitale un environnement plus sain. Tout au long du parcours, les autorités urbaines ainsi que les équipes de la régie d'autres partenaires ont joint l'acte à la parole en participant à l'évacuation des déchets ménagers le long de l'avenue Kasavubu. De porte à porte, elles ont sensibilisé les habitants de cette partie de la capitale à l'importance d'une gestion responsable des déchets et à l'utilisation des sacs poubelles. Plusieurs personnalités ont pris part à cette marche, notamment des ministres provinciaux chargés de l'environnement et propriété publique, Léon Moulumba, des représentants des partenaires techniques de la Régedec, les bourgmestres, la commune de Kinshasa, ainsi que des responsables des différentes régies et structures urbaines. Corrigez avec moi, c'était plutôt la sensibilisation des déchets dans la commune. Parlons environnement avec les jeunes Quinois déterminés pour la transformation et développement de la capitale sous la supervision des autorités de l'hôtel de ville. Ils luttent contre les déchets biodégradables. Rodépano nous en parle. Pour relever les défis de développer Kinshasa, la capitale, ce n'est pas des projets ni des intelligences, moins encore des talents qui manquent. Les jeunes Quinois sont prêts et déterminés à transformer la ville et la développer sous la supervision des autorités de l'hôtel de ville. Transformer les défis en opportunités, c'est l'objectif du concours Mercaton qui, à sa 4e édition, multiples projets ayant trait à la gestion des catastrophes, la gestion des déchets, la digitalisation des œuvres d'art, sont pris en compte. Différents partenaires, notamment la cellule de développement urbain de Kinshasa, CEDUC, l'agence universitaire francophone, l'université Mohamed VI, la Banque mondiale, étaient réunis pour ces grands projets lancés depuis le 16 mai dernier avec 485 inscrits. La clôture de ce concours a été présidée par le numéro 1 de la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba. Il a octroyé au cours de cette cérémonie des prix à 6 groupes, dont 3 projets sur l'artisanat 2.0 et 3 autres de Acvis. Nous sommes très heureux de voir ce grand dynamisme de notre jeunesse. Alors aujourd'hui, nous avons senti l'espoir que cette ville va porter haut son programme au travers de sa jeunesse, ce programme Kinshasa Zobonga qui veut justement cette résilience urbaine à côté de tous nos mots qui gangrènent gestion des déchets, mobilité, sécurité. Nous avons vu des solutions qu'ils ont appropriées et adaptées pour pouvoir apporter du baume au cœur aux Quinois et Quinoises. Pour moi, d'abord, je dirais tous ont gagné. Personne n'a perdu. C'est des projets qui sont très adaptés. On a vu des projets de gestion des déchets,
On a eu des projets, des programmes de fiscalité pour la ville de Kinshasa. Il y a eu des projets qui gèrent des questions d'organisation de marché pour éviter la problématique de marché pirate. Ces projets s'inscrivent également dans la vision du gouverneur avec Kinshasa et Zobunga. Nous allons en province, à Bunia précisément. Les efforts de modernisation des infrastructures portent leurs fruits en mission d'évaluation de la province de l'Ituri. L'émissaire du chef de l'État, Max Nissan, a constaté l'avancement de plusieurs ouvrages réalisés par l'entreprise congolaise Mont Gabaon. Plus de détails dans ces reportages. En visite d'inspection ce dimanche, le chargé de mission du chef de l'État pour la médiation et la résolution de conflits, Max Nissan Amadé, n'a pas caché sa satisfaction. J'ai sillonné toute la ville de Bunia, du nord au sud. Les œuvres sont là. L'aéroport, fantastique. Les voiries, j'ai vu les lampadaires. La ville brille. Et je crois, c'est que moi je dirais au chef de l'État, de continuer à soutenir la société Mont Gabaon. Usine de concassage, modernisation de l'aéroport de Murongo, construction du bâtiment TV, de la RTNC et la voirie urbaine. Tous ces chantiers, exécutés par l'entreprise congolaise Mont Gabaon, respectent rigoureusement les règles de l'art. Pour les délégués de la présidence, le PDG de cette firme, Eli Joseph Akilimali, s'impose désormais l'un des meilleurs entrepreneurs nationaux à soutenir. Le chef de l'État a beaucoup investi ici. L'aéroport, l'université, d'abord les voiries. Aujourd'hui, je viens encore de voir une maison construite pour la télévision nationale. Par qui? Par M. Mogabaon. Ça fait du bien. C'est un très bon entrepreneur. Il fait beaucoup. Deux projets entièrement financés par le gouvernement central en droite ligne avec la vision « Le peuple d'abord » de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cité de Bengui, dans le territoire de Massimanimba, nous sommes là dans la province du Kul où les nouvelles pompes à forage ont été inaugurées. Ils sont l'œuvre de l'honorable Tripon Kikemulumba, fils du terroir Chimendondo. Située dans le territoire de Massimanimba, secteur de Kitoi, la cité de Bengui a vécu un moment de grande réjouissance ce vendredi 18 juin 2026, à l'occasion de l'inauguration de nouvelles pompes à forage destinées à l'approvisionnement en eau potable. Longtemps confrontée à une grave pénurie d'eau, la population de cette partie de la province du Kwilu voit ainsi l'un de ses principaux problèmes trouver une solution concrète. Hommes, femmes et enfants ont exprimé leur satisfaction face à cette infrastructure qui va considérablement améliorer leurs conditions de vie. À l'initiative du fils du terroir, l'honorable Trifon Kikemulumba, ces projets à plus de 200 mètres de profondeur met fin aux longues corvées quotidiennes de femmes et de jeunes filles, contraintes, eux et leurs ancêtres, de parcourir plusieurs kilomètres à la recherche de cette ressource essentielle. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives, de chefs coutumiers, ainsi que de nombreuses personnalités locales venues témoigner leur soutien à cette action de développement communautaire. Pour les habitants des Bengui, ces forages constituent un véritable soulagement et un pas important vers l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base dans cette partie du Kwilu. De l'est du pays, nous allons à l'ouest, précisément à Mwenga, dans la province du Sud, qui voulait aussi un fils du terroir. L'élu de Mwenga, Trésor Lutala, a dévoilé à la population ses projets ambitieux pour le développement de la province. Regardons. Rarement Kamituga et Ouamuzimu auront connu une telle marée humaine. Entre chants, danses et démonstrations de joie, la population est sortie massivement pour accueillir son fils, le député national, Lutala Mutiki Trésor. Des gardiens de la tradition aux habitants venus de tous les horizons, près de 8 km ont été parcourus à pied pour accompagner l'élu jusqu'à la RN2. Sur place, il a exprimé sa gratitude avant de remettre un important don de médicaments aux malades. Direction ensuite Kamituga, où son arrivée à moto a déclenché une véritable ferveur populaire. Devant la population, Lutala Mutiki a expliqué les enjeux de la loi référendaire.
remis des outils des cantonnages manuels et a pris en compte les préoccupations liées à la vie chère, conséquence des difficultés d'approvisionnement dans la région. Le plus jeune membre du présidium de l'Union sacrée a invité la population à faire confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et à son gouvernement pour restaurer durablement la paix dans l'Est. Il a également annoncé la modernisation du stade de Kamituga, ainsi que le lancement prochain de plusieurs projets d'infrastructures destinés à améliorer les quotidiens des habitants. Le Fonds national du service social vient de mettre sur pied le projet de l'éradication du travail des enfants dans le mine artisanal, un projet qui soutient la vision sociale du chef de l'État d'appui du bien-être à l'alternatif des enfants et des jeunes. Plus de détails dans ce reportage d'Edith Chala. En Afrique centrale, au cœur de la Copper Belt, la ceinture de cuivre et de cobalt, un important gisement de minerais stratégiques se cache dans le sous-sol du sud-est de la République démocratique du Congo, situé à cheval sur les deux provinces du Haut-Katanga et de l'Oualaba depuis la création de l'humanité. Cette richesse de ressources naturelles contraste avec l'extrême pauvreté de la population qui vit autour des gisements miniers destinés à l'exploitation industrielle et à l'exploitation des mines artisanales de cobalt qui impactent la vie humaine. La couverture sociale du projet comprend 20 sites d'exploitation minière artisanale impactés par les conditions d'extrême pauvreté qui intéressent le projet Pabea Cobalt de provinces du Haut-Katanga et de l'Oualaba. Comme moyen de diversification de l'économie locale, le Pabea Cobalt a réalisé les travaux d'aménagement et construit des centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness, CPE-JAB, des écoles, des centres de santé, des marchés communautaires et autres centres de rattrapage scolaire, CRS, ont été construits dans ce village transformé et modernisé. Comme le chef de l'État dans sa vision globale, le peuple d'abord, là c'est une réalité vivante, essentiellement sur l'intérêt supérieur de la communauté. Un pari gagné pour Maître Alice Miri Mokabechi, administrateur directeur général du Fonds national de promotion et de services sociaux, FNPSS. Avec son leadership de qualité, elle a réussi à relever le défi de développement social dans la réalisation de la vision sociale du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un hommage mérité pour un pilotage excellent dont la gestion axée sur les résultats s'exécute dans le respect des principes. Les grands défis à relever dans ce projet concernent l'opérationnalisation durable des acquis de ce projet ambitieux et qui devra être un modèle de relèvement social pour d'autres provinces dans la promotion d'une jeunesse responsable qui contribue à bâtir un Congo meilleur pour les générations actuelles et futures. Direction Haut-Ouélé où s'est tenu le cadre de concertation entre le gouverneur et les entrepreneurs locaux. Suivez. Convoqués à Isiro, capitale provinciale du Haut-Ouélé, les délégués de la société Kibale Gold Mine, les entrepreneurs locaux basés à Ouatia, se sont retrouvés à la salle polyvalente des résidences officielles de gouverneurs sous les beaux offices du chef de l'exécutif provincial, Jean Bakomito Gambou. Question d'aplanir leurs divergences persistantes autour de leurs intérêts respectifs, surtout en matière de la sous-traitance et mettre ainsi fin aux vives tensions observées depuis un certain temps. Ces échanges se sont déroulés en présence de sénateurs, les députés nationaux et provinciaux, du président de l'Assemblée provinciale, honorable Justin Zamba, du vice-gouverneur Christophe Dara, de membres du gouvernement provincial et du comité provincial de sécurité, des chefs coutumiers, sans oublier les représentants de toutes les couches de la société civile. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou, en sa qualité de garant des intérêts des uns et des autres, a appelé toutes les parties à l'apaisement, car aucun élan de développement ne possible sans la paix, le dialogue permanent et la franche collaboration. Le gouvernement provincial s'est toujours engagé à promouvoir et à garantir un climat des affaires attractif à toutes les parties, de respecter scrupuleusement leurs engagements afin de maintenir un climat apaisé. Au terme d'une longue journée de discussions, tous les participants ont convenu de fumer le calumet de la paix et de se retrouver encore dans les 2 semaines qui suivent afin d'adopter le terme de référence d'un partenariat équilibré entre Kibale Gold Mine et les sous-traitants et sceller de ce fait un tout nouveau pacte social.
Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre cette édition du journal, la DGRAD informe les publics en général, les banques commerciales et les institutions financières agréées, en particulier de la perte à la suite du vol perpétré dans la journée du 15 avril dernier des carnets de notes de perception série H2208D1. 208-250. À cet effet, la DGRAD vient faire opposition à toutes les opérations et transactions financières qui s'effectueraient à partir du 15 avril 2026 sur tous les titres de perception dont la série part du numéro H2208-206 à H2208-250 est déclarée par la même occasion. Ces opérations financières ainsi que toutes les séries énumérées frappées de nullité. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Et pour refermer complètement ces journaux, les chefs traditionnels des 26 provinces apportent leur soutien à l'initiative du changement de la Constitution. Selon eux, cette nouvelle loi fondamentale sera donc capable de répondre également aux réalités de la population de la République démocratique du Congo. Non, pardon, ce reportage. C'est à l'issue de leur rencontre tenue à Kinshasa que les chefs coutumiers des 26 provinces ont exprimé les positions autour de la réforme constitutionnelle. En RDC, l'enjeu est clair, la paix et la cohésion sociale. Réunis au sein de l'Union des chefs traditionnels africains, ces autorités coutumières des 26 provinces de la RDC se sont unilatéralement ralliées à l'idée d'un changement de constitution pour doter les peuples congolais d'une loi fondamentale qui répond à ces réalités. Lors des échanges, les chefs traditionnels des 26 provinces de la RDC ont également proposé et plaidé pour une modification de la loi portant statut des chefs coutumiers en République démocratique du Congo. Question de restaurer et renforcer leur autorité locale. C'est dans une ambiance conviviale que s'est achevée cette rencontre d'échange entre les différents chefs traditionnels des 26 provinces de la RDC qui leur a permis d'ouvrir des perspectives prometteuses pour leur futur. Grand été plaisir pour nous de vous présenter cette édition de la mi-journée avec Diane Balaka. La suite de l'actualité, ce sera tout à l'heure à 19h avec Paul Lumba à la présentation. Moi, je vous dis merci et à la prochaine. Matondo Day Ministry t'invite à une grande journée d'action de grâce le 18 juillet 2026 de 8h à 18h à l'espace Parc en ville en face de l'église néo-apostolique à Kananga. Une journée exceptionnelle de louanges, d'adoration et de célébration avec des invités de renom, Christian Mokuna, Mike Flore, Michel Bakenda, Eunice Manyanga, Moïse Matuta, Benjamin Kayombo. Matondo Day Ministry, rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait, etc. C'est ici où commence votre périple, à la rencontre de l'ineffable et de l'inédit. On ne présente pas seulement le confort, on l'offre de la plus belle des manières. C'est ici le meilleur lieu de repos et de séjour dans nos chambres spacieuses, avec une wifi. Les dernières trouvailles culinaires sont magnifiées par des professionnels en veille